En septembre 1999, deux sœurs âgées de 11 et 13 ans disparaissent sans laisser de traces pendant la foire annuelle de Carcassonne. Pendant 22 ans, leur famille vit dans l'incertitude la plus totale jusqu'à ce qu'un antiquaire découvre un foulard brodé dans un lot d'objets anciens. Ce qui semblait être un simple accessoire vintage révélera un secret terrifiant, brodé fil par fil dans le tissu même. Une histoire qui nous montre comment la vérité peut parfois prendre des décennies à remonter à la surface et comment l'espoir peut survivre dans les plus petits détails. Avant de continuer avec cette histoire bouleversante, si vous appréciez les enquêtes mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Carcassonne, cette ville médiévale fortifiée de l'Aude, connaît chaque année en septembre une effervescence particulière. La foire annuelle, tradition séculaire, transforme la place Carnot et ses alentours en un véritable labyrinthe de stands colorés. En 1999, cette manifestation attirait déjà plusieurs milliers de visiteurs venus de toute la région Languedoc-Roussillon. C'est dans ce contexte festif que vivait la famille Fabre. Jean Fabre, 42 ans, était mécanicien dans un petit garage de la rue Trival, non loin des remparts. Sa femme, Marie, 39 ans, travaillait comme couturière à domicile, spécialisée dans la confection de vêtements traditionnels pour les fêtes locales. Leurs deux filles, Caroline, 13 ans, et Justine, 11 ans, étaient connues dans le quartier pour leur complicité exceptionnelle. Caroline, l'aînée, avait hérité du caractère déterminé de son père. Grande pour son âge, elle prenait son rôle de grande sœur très au sérieux. Justine, plus réservée, passait de longues heures à observer sa mère travailler, développant une passion précoce pour la couture et notamment pour le broderie. Marie lui avait appris les points de base dès l'âge de 8 ans, et la fillette montrait un talent remarquable pour cet art minutieux. La famille Fabre menait une existence paisible dans leur maison de la rue de la Gaffe, une petite artère qui serpente entre les habitations anciennes du quartier de la Bastide-Saint-Louis. Leurs voisins, les Delmas, entretenaient avec eux des relations chaleureuses depuis près de 10 ans. Madame Delmas gardait parfois les filles quand les parents devaient s'absenter. Le climat de Carcassonne, en ce début d'automne 1999, était particulièrement doux. Les températures oscillaient encore autour de 25 degrés l'après-midi. Et les soirées restaient agréables, propices aux promenades dans les rues pavées de la cité. Cette année-là, la foire avait lieu du 18 au 26 septembre, coïncidant avec les derniers beaux jours de l'été indien languedocien. Le samedi 25 septembre 1999, à 14h30 précise, Marie Fabre accompagne ses deux filles à la foire annuelle. Jean devait les rejoindre vers 17h01. Après avoir terminé la réparation d'une transmission sur une Citroën XM au garage. Cette organisation était habituelle. Marie emmenait les filles faire un premier tour des stands et Jean les retrouvait en fin d'après-midi pour le tour des manèges. Selon le témoignage de Marie, recueilli le jour même par la gendarmerie, les trois femmes avaient commencé leur visite par les stands d'artisanat situés du côté de la place Carnot. Justine s'était particulièrement attardée devant un étal de broderie tenu par une dame âgée venue du village voisin de Pénautier. Caroline, elle, préférait regarder les stands de bijoux fantaisie et de vêtements. Vers 15h45, Marie s'était arrêtée pour discuter avec Sylvie Marchand, une connaissance du quartier, devant le stand de maroquinerie de Monsieur Benet. La conversation avait duré environ 10 minutes, pendant lesquelles les deux filles étaient restées à proximité, regardant les sacs et portefeuilles exposés. C'est à 16h05 que Marie Fabre s'aperçoit que Caroline et Justine ne sont plus là. Dans un premier temps, elle pense qu'elles sont allées voir un stand voisin, comme cela leur arrivait souvent. Mais, après avoir fait le tour des étals proches sans les trouver, l'inquiétude commence à la gagner. Sylvie Marchand l'aide dans ses recherches. Elle questionne systématiquement tous les commerçants de la zone. Monsieur Garrigue, qui tenait un stand de confiserie, se souvient avoir vu les deux fillettes vers 16h, mais ne peut pas dire dans quelle direction elles sont parties. Madame Escudier, du stand de fleurs, pense les avoir aperçues se dirigeant vers les manèges, mais n'en est pas certaine.
À 16h25, Marie Fabre se rend au poste de gendarmerie le plus proche, rue Jean Bringer. Le brigadier-chef Alain Costamagna prend sa déposition. Selon la procédure habituelle, les recherches immédiates sont lancées. À 16h40, tous les gendarmes disponibles de la brigade de Carcassonne sont mobilisés. Les premières recherches se concentrent sur la foire elle-même. Les gendarmes questionnent méthodiquement tous les forains, tous les commerçants, tous les employés municipaux présents. Ils font également appel au système de sonorisation pour diffuser un message demandant aux petites Fabres de se présenter au poste de secours. À 17h15, Jean Fabre arrive à la foire comme prévu. Il trouve sa femme en larmes, entourée de gendarmes. La nouvelle le frappe comme un coup de massue. Mécanicien méticuleux, habitué à résoudre les problèmes techniques les plus complexes, il se sent totalement démuni face à cette situation. Les recherches s'intensifient. À 17h30, les pompiers de Carcassonne rejoignent le dispositif. Des équipes cynophiles sont demandées à Toulouse et arriveront dans la soirée. Le périmètre de recherche s'élargit progressivement au-delà de la foire, incluant les rues adjacentes, les jardins publics, les berges de l'Aude. Un détail troublant émerge des premiers témoignages. Plusieurs personnes affirment avoir vu les deux sœurs vers 16 ans près des manèges, mais en compagnie d'un homme qu'elles ne connaissaient pas. Les descriptions sont imprécises et contradictoires. Certains parlent d'un homme jeune, d'autres d'un homme d'âge moyen. Certains le décrivent grand et brun, d'autres plus petit et châtain. À 18h30, le procureur de la République de Carcassonne, maître Henri Cros, est informé de la situation. Une enquête préliminaire est ouverte. À 19h, les premières équipes de la police judiciaire arrivent sur place. La nuit tombe sur Carcassonne. Les recherches se poursuivent à l'aide de projecteurs, mais l'espoir de retrouver les fillettes rapidement s'amenuise. Les parents, soutenus par les gendarmes et les proches, passent leur première nuit d'angoisse, celle qui marquera le début de 22 années d'incertitude. Les jours qui suivent la disparition de Caroline et Justine transforment radicalement la vie de la famille Fabre et de toute la communauté de Carcassonne. Dès le dimanche 26 septembre, dernière journée de la foire, les recherches prennent une ampleur considérable. Plus de 200 personnes, gendarmes, pompiers, bénévoles, battent la campagne environnante sur un rayon de 20 km. L'enquête, dirigée par le commissaire Amélie Bonnet de la police judiciaire de Montpellier, se déploie sur plusieurs axes. Les vérifications d'identité sont systématiques. Tous les forains présents à la foire sont contrôlés, leurs antécédents vérifiés, leurs déplacements retracés. Les 147 commerçants et artisans présents sont interrogés individuellement. Marie Fabre, rongée par la culpabilité, répète inlassablement aux enquêteurs qu'elle n'aurait jamais dû perdre ses filles de vue. Elle revit sans cesse ses 10 minutes de conversation avec Sylvie Marchand, se reprochant de ne pas avoir surveillé Caroline et Justine plus attentivement. Jean, lui, canalise son angoisse dans la recherche active. Chaque jour, après son travail au garage, il part en voiture sillonner les routes départementales, espérant apercevoir ses filles. Le témoignage de Madame Hermeline Vasquez, 67 ans, retraitée de Pénautier, apporte un élément crucial à l'enquête. Elle tenait le stand de broderie où Justine s'était attardée. Selon elle, la fillette avait manifesté un intérêt particulier pour une technique de broderie microscopique, utilisée traditionnellement pour marquer le linge de maison. Justine avait posé de nombreuses questions sur cette technique, voulant savoir s'il était possible de broder des lettres si petites qu'elles seraient invisibles à l'œil nu. Les semaines passent. Les recherches s'étendent aux départements voisins. Des avis de recherche sont diffusés dans toute la France. Les photos de Caroline et Justine apparaissent dans les journaux régionaux, puis nationaux. L'émission Avis de recherche de TF1 consacre un reportage à l'affaire en novembre 1999. Pendant cette période, plusieurs témoignages concordants permettent d'établir qu'un homme d'une quarantaine d'années, parlant français avec un accent espagnol, avait été remarqué à la foire. Il se présentait comme un marchand d'antiquités et discutait avec les enfants près des manèges. 3 familles différentes confirment avoir vu cet homme,
mais personne ne peut fournir de description précise. L'enquête révèle également que cet homme avait payé plusieurs de ses achats à la foire avec des pesetas espagnoles, ce qui était encore possible à l'époque, l'euro n'étant pas encore en circulation. Les commerçants qui avaient accepté ces paiements sont interrogés, mais leurs souvenirs restent flous. Les investigations s'orientent alors vers l'Espagne. Interpol est saisi. Les autorités catalanes et aragonaises sont alertées. Des recherches sont menées dans les zones frontalières, particulièrement autour de Perpignan et de Figueres, mais sans résultat concret. Au fil des mois, l'espoir s'amenuise. Marie Fabre développe une dépression sévère. Elle ne peut plus supporter de voir d'autres enfants jouer dans la rue. Jean continue à travailler mécaniquement, mais ses collègues remarquent qu'il a perdu sa joie de vivre. Le couple consulte un psychologue, puis un psychiatre. Leur mariage, solide jusqu'alors, vacille sous le poids de la douleur. En 2001, 2 ans après la disparition, l'enquête est officiellement classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Les parents refusent d'accepter cette décision. Ils engagent un détective privé, M. Serge Blanchard, ancien commissaire de police reconverti. Pendant 3 ans, celui-ci poursuit les investigations, mais sans découvrir de pistes nouvelles. La vie à Carcassonne reprend peu à peu son cours normal, mais le souvenir de Caroline et Justine Fabre reste vivace. Chaque année, lors de la foire de septembre, des habitants déposent des fleurs à l'endroit où les fillettes ont été vues pour la dernière fois. Un petit mémorial improvisé, fait de photos et de peluches, résiste aux intempéries place Carnot. Les années 2000 voient se développer Internet et les réseaux sociaux. Marie Fabre, aidée par sa sœur Claudine, crée une page Facebook dédiée à la recherche de ses filles. Elle y publie régulièrement des photos, des témoignages, des appels à témoins. Cette page finit par rassembler plusieurs milliers de personnes, créant une communauté virtuelle unie par l'espoir de retrouver Caroline et Justine. En 2009, 10 ans après la disparition, l'affaire connaît un regain d'intérêt médiatique. L'émission « Faites entrer l'accusé » de France 2 y consacre un numéro spécial. De nouveaux témoignages affluent, mais aucun ne permet de faire avancer l'enquête de manière significative. Jean Fabre, usé par une décennie d'incertitude, décède en 2011 d'un cancer du poumon. Il avait 54 ans. Lors de ses obsèques, célébrées en l'église Saint-Vincent de Carcassonne, plusieurs centaines de personnes viennent témoigner leur sympathie à Marie. Beaucoup évoquent ces années où Jean n'avait jamais cessé de chercher ses filles, arpentant les routes de l'Aude chaque week-end. Marie, devenue veuve, s'installe chez sa sœur Claudine à Limoux. Elle continue son activité de couturière, mais ne peut plus supporter de faire de la broderie. Cette activité, qu'elle avait transmise à Justine avec tant de plaisir, lui rappelle trop douloureusement sa fille disparue. Les enquêteurs, eux, n'oublient pas l'affaire Fabre. Le commissaire Amélie Bonnet, promue au grade de commissaire divisionnaire, suit régulièrement l'évolution des techniques d'investigation. Elle sait que les cold cases peuvent parfois connaître des développements inattendus, même après des décennies. En 2015, l'affaire est rouverte suite à de nouvelles déclarations concernant un réseau de traite d'enfants démantelé en Espagne. Plusieurs témoins évoquent des enfants français victimes de ce réseau dans les années 1990-2000. Mais là encore, aucun élément concret ne permet d'établir un lien avec Caroline et Justine. L'année 2020 marque un tournant dans la vie de Marie Fabre. À 60 ans, elle décide de retourner vivre à Carcassonne, dans une petite maison près de l'ancienne demeure familiale. Elle souhaite être proche des souvenirs de ses filles, même si cela ravive sa douleur. C'est également cette année-là qu'elle rencontre Lucien Vasseur, un antiquaire qui vient de s'installer rue de Verdun. Lucien, 58 ans, est un homme discret, qui a passé sa vie à écumer les brocantes et les ventes aux enchères. Ancien professeur d'histoire, il a ouvert son magasin d'antiquités après avoir pris sa retraite anticipée. Il se spécialise dans les objets du quotidien des 19e et 20e siècles, particulièrement les textiles anciens. Marie et Lucien se lient d'amitié. Elle lui raconte l'histoire de ses filles et lui comprend pourquoi elle ne peut plus voir de broderie sans pleurer.
Il l'invite parfois à boire un thé dans l'arrière-boutique de son magasin où s'accumulent les trouvailles en attente de restauration. C'est dans ce contexte que va se produire, en 2021, la découverte qui va bouleverser l'enquête et révéler enfin la vérité sur le sort de Caroline et Justine Fabre. Le 15 mars 2021, un lundi matin brumeux typique du début de printemps languedocien, Lucien Vasseur se rend à une vente aux enchères dans un petit village de l'Hérault, près de Béziers. Il s'agit de la liquidation de la succession de Madame Esperanza González, une dame âgée de 87 ans décédée sans descendance. Cette vente, organisée par l'étude de maître Carla Hernandez, notaire à Béziers, propose essentiellement du mobilier modeste et des objets personnels. Lucien s'intéresse particulièrement au lot numéro 47. Divers textiles anciens, nappes, draps, foulards, estimation 20-30 euros. La maison de Madame González, située dans le hameau de Moreillan, avait été fermée pendant plusieurs mois après son décès. Ses voisins la décrivaient comme une femme discrète, parlant un français teinté d'un fort accent espagnol. Elle était arrivée dans le village en 1976, prétendant fuir les difficultés économiques de l'Espagne franquiste. Elle avait vécu seule, travaillant comme femme de ménage dans plusieurs maisons bourgeoises de Béziers. Lucien remporte le lot pour 25 euros. Il contient une trentaine de pièces textiles, des draps en lin usé, des nappes brodées, des torchons, et au fond de la caisse, plusieurs foulards et châles de différentes époques. C'est en rentrant à Carcassonne qu'il commence à examiner plus attentivement ses acquisitions. Les foulards, au nombre de 8, datent manifestement d'époques diverses. Certains sont en soie, d'autres en coton. Leurs motifs vont du classique cachemire aux imprimés floraux des années 1960. Lucien les étale sur la table de son atelier, à l'arrière de sa boutique, pour évaluer leur état et leur valeur potentielle. C'est en examinant le 5e foulard, un carré de coton blanc orné de motifs géométriques bleus, qu'il remarque quelque chose d'inhabituel. Dans un coin brodé en fil blanc presque invisible sur le fond blanc, il distingue des initiales, CF et JF. Le travail est si fin qu'il faut une loupe pour bien les voir. Intrigué, Lucien examine le foulard sous sa lampe d'atelier. Il découvre alors que les initiales ne sont pas les seuls éléments brodés en fil blanc. En suivant les coutures du rebord, il distingue d'autres motifs, si petits qu'ils sont presque imperceptibles. On dirait des lettres, mais elles sont si minuscules qu'il lui faut une loupe plus puissante pour les déchiffrer. Le lendemain, Lucien se rend chez son opticien, Monsieur Deville, rue Georges Clémenceau, pour emprunter une loupe plus performante. Sous un grossissement de 10x, la vérité éclate. Le pourtour du foulard est entièrement brodé de lettres microscopiques, formant un message continu. Nous sommes Caroline et Justine Fabre de Carcassonne. Enlevé Foire, septembre 1999. Retenu ferme isolée, 15 km sud, Figueres, route Girona. Homme brun, accent espagnol, Antonio très méchant. Autres enfants aussi. Nous travaillons au champ depuis 2 ans. Caroline malade. Si vous trouvez ceci, appelez police. Nous avons peur de mourir. Lucien relit le message 3 fois, incrédule. Ses mains tremblent. Il connaît l'histoire des sœurs Fabre par Marie, son amie. Il sait que Caroline avait 13 ans et Justine 11 ans quand elles ont disparu. Il sait aussi que Justine était passionnée de broderie et que sa mère lui avait appris les techniques les plus fines. Sans attendre, il téléphone au commissariat de Carcassonne. Il est 14h30 quand il contacte le commissaire Amélie Bonnet, qui dirige toujours l'enquête même si l'affaire est classée. Elle l'écoute avec attention et lui demande de ne toucher à rien en attendant son arrivée. À 15h15, le commissaire Bonnet arrive chez Lucien, accompagné de l'inspecteur Marc Vidal et d'un technicien de l'identité judiciaire. Ils examinent le foulard avec les précautions d'usage. Les lettres sont effectivement là, brodées avec une technique d'une finesse extraordinaire. Le commissaire Bonnet contacte immédiatement Marie Fabre. Celle-ci arrive en courant, le visage défait par l'émotion. Quand elle voit le foulard, elle éclate en sanglots. Elle reconnaît immédiatement le travail de Justine. Cette technique de broderie microscopique, elle la lui avait enseignée quand sa fille avait 10 ans.
après que Justine eut admiré cette même technique sur le stand de Madame Vasquez à la foire de 1999. Le soir même, une commission rogatoire internationale est délivrée pour permettre aux enquêteurs français de se rendre en Espagne. L'affaire Fabre, classée depuis 2001, est officiellement rouverte. Les révélations contenues dans le foulard brodé relancent l'enquête avec une intensité inédite. Le 17 mars 2021, soit 2 jours après la découverte, une équipe conjointe franco-espagnole se forme. Du côté français, le commissaire Amélie Bonnet dirige les opérations avec l'inspecteur Marc Vidal et 2 techniciens de l'identité judiciaire. Les autorités espagnoles délèguent le capitaine Miguel Serrano de la Guardia Civile de Gérone et l'inspecteur Ramon Puig de la police nationale. La première étape consiste à authentifier le message brodé. Le foulard est envoyé au laboratoire de la police scientifique de Lyon pour analyse. Les experts confirment rapidement que le fil utilisé pour le message est identique à celui utilisé pour les motifs décoratifs du foulard, ce qui prouve que le message a été brodé sur le foulard original et non ajouté ultérieurement. L'analyse révèle également des traces microscopiques de terre argileuse rouge, typique de certaines régions de Catalogne. Cette terre, incrustée dans les fibres du coton, suggère que le foulard a séjourné dans un environnement rural espagnol pendant une période prolongée. Le 20 mars, l'équipe d'enquêteurs se rend à Figueres, en Catalogne. La ville, connue pour son musée Dalí, se trouve à 160 km de Carcassonne. Les indications du message « Ferme isolée 15 km sud, Figueres route Girona » permettent de délimiter une zone de recherche précise. Cette zone correspond à une région agricole vallonnée, parsemée de fermes anciennes et de masses abandonnées. Beaucoup de ces propriétés ont été désertées dans les années 1970-1980, quand l'exode rural a vidé les campagnes catalanes. Certaines ont été rachetées par des investisseurs étrangers, d'autres sont restées à l'abandon. Les enquêteurs commencent par consulter les archives cadastrales de la région. Ils identifient 23 propriétés correspondant à la description. Fermes isolées, situées dans un rayon de 15 km au sud de Figueres, le long de la route menant à Gérone. Parmi ces propriétés, 14 ont changé de propriétaire entre 1995 et 2005, période correspondant à la disparition des fillettes. Une propriété attire particulièrement leur attention. La Finca San Antonio, une ferme de 45 hectares située à 12 km de Figueres. Elle a été achetée en 1997 par un certain Antonio Méndez, citoyen espagnol né en 1961. Selon les registres, Méndez avait déclaré vouloir y développer une exploitation agricole biologique. Les enquêteurs se rendent sur place le 22 mars. La ferme, accessible par un chemin de terre de 2 km, se trouve dans un vallon isolé, entouré de chênes verts. Les bâtiments, en pierre traditionnelle catalane, sont dans un état de délabrement avancé. La propriété semble abandonnée depuis plusieurs années. Les voisins les plus proches, la famille Riba, habitent une autre ferme à 3 km. Interrogés, ils se souviennent d'Antonio Méndez. Selon eux, c'était un homme taciturne, parlant peu le catalan, qui prétendait venir d'Andalousie. Il employait de la main-d'œuvre saisonnière pour les travaux agricoles, souvent des travailleurs étrangers sans papier. Madame Riba, 71 ans, apporte un témoignage troublant. Elle se souvient avoir vu, à plusieurs reprises entre 2000 et 2002, des enfants travailler dans les champs de Méndez. Elle avait trouvé cela étrange, car l'école était obligatoire, mais son mari lui avait dit de ne pas s'en mêler. C'était peut-être des enfants de la famille, avait-elle pensé. Le 23 mars, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour la Finca San Antonio. Ils découvrent dans les bâtiments abandonnés des traces troublantes. Des matelas défoncés dans ce qui devait être un dortoir, des chaînes rouillées fixées au mur, des restes de nourriture datant de plusieurs années. Dans une remise, ils trouvent des vêtements d'enfants en mauvais état, ainsi que des chaussures de différentes tailles. Parmi ces affaires, une petite sandale rose correspond à la description donnée par Marie Fabre.
Justine portait ce type de chaussures le jour de sa disparition. L'enquête révèle qu'Antonio Mendes avait quitté la ferme brutalement en 2003, laissant plusieurs mois de charges impayées. Il avait prétexté des problèmes familiaux pour expliquer son départ précipité. La propriété était ensuite restée à l'abandon jusqu'à ce qu'elle soit saisie par la banque en 2015 pour défaut de paiement. Les recherches se concentrent alors sur Antonio Mendez. Selon les autorités espagnoles, il avait un casier judiciaire. Condamnation pour violences conjugales en 1994, puis pour exploitation de travailleurs clandestins en 1999. Il avait été arrêté à plusieurs reprises pour trafic de main-d'œuvre entre l'Espagne et la France. Le 25 mars, la police espagnole localise Mendez dans un petit village de la province d'Almeria, en Andalousie. Il vit sous une fausse identité dans un appartement minable. Quand les agents l'interpellent, il ne résiste pas, mais refuse de répondre aux questions concernant les enfants Fabre. Ramené à Gérone pour interrogatoire, Mendez maintient son silence pendant 48 heures. Il nie toute implication dans la disparition des fillettes françaises. Ses avocats plaident l'erreur judiciaire, affirmant que leur client n'est jamais allé en France. Mais les enquêteurs ont d'autres cartes à jouer. Le 27 mars, ils reçoivent les résultats de l'analyse ADN effectuée sur les cheveux trouvés dans la ferme abandonnée. 2 profils génétiques correspondent à ceux de Caroline et Justine Fabre, établis à partir d'échantillons prélevés dans leur chambre en 1999. Cette preuve scientifique irréfutable fait craquer Mendez. Le 28 mars, en présence de ses avocats, il accepte de témoigner. Ce qu'il va révéler aux enquêteurs plongera définitivement l'affaire dans l'horreur. Le 28 mars 2021, à 14h30, dans les locaux de la police nationale de Gérone, Antonio Mendez, 60 ans, commence ses aveux. Face à lui, le commissaire Amélie Bonnet, l'inspecteur Marc Vidal, le capitaine Miguel Serrano et l'inspecteur Ramon Puig. L'enregistrement de cet interrogatoire, qui durera 6 heures, révélera l'une des affaires criminelles les plus sordides de ces dernières décennies. Oui, j'ai pris les petites Françaises à la foire de Carcassonne, déclare Mendez d'une voix monotone. Mais je n'étais pas seul, on était 3. Moi, je repérais les enfants. Les autres, ils s'occupèrent du transport. Mendez explique qu'il faisait partie d'un réseau de traite d'enfants actifs entre la France et l'Espagne de 1995 à 2005. Ce réseau, dirigé par un certain Manuel Varga, exploitait des enfants dans des fermes isolées de Catalogne et d'Aragon. Les enfants étaient utilisés comme main-d'œuvre gratuite pour les travaux agricoles, principalement la cueillette de fruits et légumes. Les fillettes Fabre, je les ai remarquées dès 15 ans à la foire, poursuit-il. Elles étaient parfaites. Pas trop petites pour travailler, pas trop grandes pour résister. La plus jeune semblait docile, l'autre était plus méfiante. Je leur ai dit que j'avais des chiots à leur montrer dans ma camionnette, garée derrière les manèges. Le commissaire Bonnet interrompt. « Comment avez-vous procédé exactement ?» Mendez détaille alors la méthode du réseau. Lui se faisait passer pour un marchand d'antiquités, ce qui justifiait sa présence aux foires et marchés. Il repérait les enfants isolés ou momentanément séparés de leurs parents. Ses complices, postés à distance, surveillaient et intervenaient en cas de problème. Ce jour-là, quand leur mère s'est mise à parler avec son ami, j'ai vu ma chance. J'ai dit aux fillettes que j'avais des chiots dans ma camionnette et qu'elles pouvaient venir les voir. La petite, Justine, elle hésitait. Mais Caroline, elle voulait voir. Elle a entraîné sa sœur. La camionnette était garée rue Paul-Lacroix, à 200 mètres de la foire. Une fois les enfants à l'intérieur, Mendez les avait drogués avec un somnifère dissous dans une boisson sucrée. Elle s'était endormie rapidement. Il avait ensuite rejoint ses complices sur un parking d'autoroute près de Narbonne, où les fillettes avaient été transférées dans un autre véhicule. Le voyage jusqu'à la ferme a duré 4 heures, continue Mendez. Elles se sont réveillées en route, Caroline criait. Elle voulait rentrer chez elle. Justine pleurait sans faire de bruit. Varga leur a expliqué qu'elles allaient travailler quelque temps et qu'elles pourraient rentrer chez elles si elles étaient sages.
Manuel Varga, le chef du réseau, était un homme de 55 ans, ancien garde civil révoqué pour corruption. Il gérait 3 fermes en Catalogne où travaillaient une quinzaine d'enfants de différentes nationalités, français, marocains, roumains, portugais. Ces enfants, âgés de 8 à 16 ans, vivaient dans des conditions épouvantables. À la Finca San Antonio, Caroline et Justine découvrent l'enfer. Enfermées dans un dortoir avec 6 autres enfants, elles doivent travailler 10 heures par jour dans les champs. Levées à 5h100, couchées à 21h100, maigre nourriture, interdiction de parler de leur famille ou de leur origine. Au début, Caroline se rebellait, raconte Mendez. Elle disait qu'elle était française, que ses parents allaient la chercher. Varga la punit plusieurs fois. Il l'enfermait dans une cave humide, sans manger pendant 2 jours. Après ça, elle est devenue plus obéissante. Justine, elle, s'adaptait différemment. Plus jeune, elle était moins révoltée que sa sœur, mais elle gardait l'espoir. C'est elle qui a eu l'idée du message brodé. Pendant l'hiver 2000-2001, quand les travaux des champs se ralentissaient, les enfants étaient employés à des tâches d'intérieur. Raccommodage de vêtements, réparation de matériel. La petite demandait toujours du fil et une aiguille, se souvient Mendez. Elle disait qu'elle savait réparer les déchirures. Varga acceptait parce qu'elle travaillait bien. Elle réparait vraiment les vêtements, mais en même temps, elle brodait des trucs sur ses propres affaires. C'est ainsi que Justine, au cours de l'année 2001, broda son message de détresse sur le foulard qu'elle portait le jour de l'enlèvement. Un travail minutieux, effectué en cachette, avec un fil blanc presque invisible. Elle connaissait parfaitement cette technique que sa mère lui avait enseignée pour marquer le linge de maison. Elle cachait son travail, poursuit Mendez. Même sa sœur ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle brodait la nuit, sous sa couverture, avec juste la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Mais les conditions de vie à la ferme empirent au fil des mois. L'hiver 2001-2002 est particulièrement rigoureux. Caroline, qui avait 15 ans en 2002, développe une toux persistante qui ne guérit pas. Elle maigrit, fait de la fièvre. Varga refuse de faire venir un médecin. Caroline devenait de plus en plus faible, raconte Mendez avec une froideur glaçante. Elle ne pouvait plus travailler comme avant. Varga disait qu'elle ne servait plus à rien, qu'elle coûtait trop cher à nourrir. En mars 2002, soit 2 ans et demi après leur enlèvement, Caroline et Justine tentent de s'évader. Profitant d'une nuit où Mendez était absent, elles réussissent à sortir du dortoir et à s'enfuir dans la campagne environnante. Mais elles ne connaissent pas la région, ne parlent pas catalan et n'ont aucune idée de l'endroit où aller. Elles ont été reprises au bout de 6 heures, explique Mendez. Un berger les a trouvées dans les collines et les a ramenées à Varga. Il pensait bien faire, il croyait qu'elles s'étaient perdues. C'est cette tentative d'évasion qui va sceller le sort des 2 sœurs. Varga, furieux, décide qu'elles représentent un danger pour le réseau. Il craint qu'elles parlent si elles sont reprises par la police. Varga a dit qu'il fallait s'en débarrasser, déclare Mendez d'une voix blanche. Moi, je n'étais pas d'accord. C'étaient des enfants. Mais Varga, c'était le chef. Il a dit que si elles parlaient, on finirait tous en prison. Le 15 mars 2002, exactement 19 ans avant la découverte du foulard par Lucien Vasseur, Caroline et Justine Fabre sont emmenées dans les collines au-dessus de la ferme. Mendez refuse de donner plus de détails sur ce qui s'est passé, mais il indique l'endroit où leurs corps ont été enterrés. Après ça, j'ai arrêté, dit-il. Je ne pouvais plus continuer. En 2003, j'ai quitté la ferme. J'ai dit à Varga que j'en avais assez. Je suis parti vivre en Andalousie sous un faux nom. L'interrogatoire révèle également le sort du foulard brodé par Justine. Quand Varga avait décidé d'éliminer les fillettes, il avait donné leurs affaires personnelles à Esperanza González, sa sœur, qui tenait une petite pension à Béziers. Cette femme, qui ignorait tout du réseau criminel de son frère, avait conservé ces objets pendant des années, pensant qu'ils appartenaient à de jeunes travailleuses saisonnières. À sa mort en 2020, les affaires d'Esperanza González, y compris le foulard de Justine, avaient été vendues aux enchères, permettant à Lucien Vasseur de faire cette découverte cruciale. Le commissaire Bonnet pose la question qui hante toutes les familles de victimes. Combien d'enfants avez-vous enlevés au total ?
Mendez hésite, puis avoue, en disant « Le réseau a pris peut-être 50 enfants, pas tous français, beaucoup de Marocains, des Roumains. Certains sont morts de maladie, d'autres se sont enfuis et ont disparu. Quelques-uns ont grandi et ont été libérés quand ils étaient trop vieux pour être contrôlables. » Cette révélation ouvre la voie à une enquête internationale d'envergure. Mais pour la famille Fabre, l'essentiel est enfin connu. Le sort de Caroline et Justine et l'endroit où repose leur corps. Le 30 mars 2021, guidés par les indications d'Antonio Mendez, les équipes de recherche franco-espagnoles se dirigent vers les collines situées à 8 km au nord de la Finca San Antonio. Il s'agit d'une zone rocailleuse couverte de chênes verts et de buissons méditerranéens, difficile d'accès et rarement fréquentée. Mendez avait indiqué un endroit précis, à côté d'un gros rocher en forme de champignon, à 500 mètres du petit oratoire de San Pau. Ce détail géographique permet aux enquêteurs de localiser rapidement la zone. L'oratoire de San Pau, une petite chapelle rurale du XVIe siècle, est un point de repère connu des habitants de la région. Les recherches commencent à 8 heures du matin. Une équipe de 6 personnes, dirigée par le capitaine Serrano, utilise des détecteurs de métaux et des chiens spécialement entraînés pour la recherche de restes humains. Le terrain, en pente et caillouteux, rend les fouilles difficiles. Vers 11h30, les chiens marquent un arrêt près du rocher indiqué par Mendez. Les premiers sondages révèlent une anomalie dans le sol. La terre a été remuée à cet endroit, puis tassée. Les fouilles minutieuses commencent aussitôt. À 14h15, les archéologues découvrent les premiers ossements, à 1,5 mètre de profondeur. L'état de conservation est relatif, les corps ayant été enterrés depuis 19 ans dans un sol calcaire. Mais suffisamment d'éléments subsistent pour permettre l'identification. Marie Fabre, prévenue par téléphone, arrive sur place en fin d'après-midi, accompagnée du commissaire Bonnet. Quand elle voit les bâches blanches sous lesquelles travaillent les experts, elle s'effondre. Après 22 ans d'incertitude, elle sait enfin où reposent ses filles. L'examen médico-légal, effectué par le docteur Elena Vidal, médecin légiste de l'Institut anatomique de Barcelone, confirme l'identité des victimes. Les analyses dentaires, comparées au dossier dentaire de Caroline et Justine, établi en 1999, ne laissent aucun doute. Les âges estimés correspondent également. 17 ans pour Caroline, 15 ans pour Justine, soit l'âge qu'elles avaient au moment de leur mort en 2002. L'examen révèle également les causes du décès. Caroline présente des traces de tuberculose avancée, confirmant les dires de Mendez sur sa maladie. Justine, elle, ne montre aucun signe de pathologie particulière. Les circonstances exactes de leur mort restent difficiles à établir après tant d'années, mais l'enquête oriente vers un homicide. Le 5 avril 2021, les corps de Caroline et Justine Fabre sont rapatriés en France. Marie a décidé qu'elle serait enterrée dans le caveau familial du cimetière Saint-Vincent de Carcassonne, aux côtés de leur père Jean, décédé en 2011 sans avoir jamais su ce qui était arrivé à ses filles. Les obsèques ont lieu le 8 avril, par une matinée de printemps douce et lumineuse. Toute la ville de Carcassonne semble s'être donné rendez-vous pour accompagner Marie dans cette dernière épreuve. Le maire, Gérard Laratte, prononce un discours émouvant. Caroline et Justine font pour toujours partie de l'histoire de notre ville. Leur courage, symbolisé par ce message brodé avec tant d'espoir, restera dans nos mémoires. Le foulard brodé par Justine, pièce à conviction essentielle du procès à venir, fait également l'objet d'une attention particulière. Les experts textiles de Lyon confirment la virtuosité technique de ce travail. Plus de 2800 lettres brodées sur 80 cm de pourtour, avec un fil d'un dixième de millimètre de diamètre. Un travail qui a dû demander plusieurs mois d'efforts, effectué en secret dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un découvrirait ce message de détresse. Marie Fabre décide de faire reproduire ce message sur une plaque commémorative, installée place Carnot, à l'endroit exact où ses filles ont été vues pour la dernière fois. Cette plaque, inaugurée en septembre 2021 lors de la foire annuelle, porte l'inscription « En mémoire de Caroline et Justine Fabre,
disparus ici le 25 septembre 1999. Leur courage et leur espoir resteront gravés dans nos cœurs. L'enquête se poursuit pour retrouver les autres membres du réseau. Manuel Varga, le chef présumé, reste introuvable. Les autorités espagnoles émettent un mandat d'arrêt international contre lui. 3 autres suspects sont identifiés et recherchés activement. Antonio Mendez, lui, est jugé en janvier 2022 par la cour d'assises de Gérone. Il écope de 25 ans de prison pour enlèvement, séquestration et complicité d'homicide sur mineurs. Ces aveux, qui ont permis de retrouver les corps et de comprendre ce qui s'était passé, sont pris en compte comme circonstances atténuantes. Mais au-delà des aspects judiciaires, l'affaire Fabre marque profondément l'opinion publique. Elle révèle l'existence de réseaux de traite d'enfants particulièrement sophistiqués, utilisant les manifestations populaires pour repérer leurs victimes. Elle montre aussi l'importance des nouvelles techniques d'investigation, qui permettent de rouvrir des dossiers classés depuis des décennies. Marie Fabre, maintenant âgée de 61 ans, a trouvé une forme de paix. « Je sais enfin ce qui s'est passé », déclare-t-elle lors d'une interview à France 3 Languedoc. Caroline et Justine ont été courageuses jusqu'au bout. Justine, avec son message brodé, a réussi à nous parler depuis l'au-delà. C'est grâce à son talent qu'elle tenait de moi que la vérité a pu éclater. Elle reprend doucement ses activités de couturière, mais d'une manière différente. Elle donne maintenant des cours de broderie gratuits aux enfants du quartier, perpétuant ainsi la technique que sa fille avait utilisée pour lancer son dernier appel au secours. Lucien Vasseur, l'antiquaire qui a découvert le foulard, ne peut s'empêcher de repenser à cette étrange coïncidence qui a permis la révélation. Si je n'avais pas acheté ce lot, si je n'avais pas examiné ce foulard de près, si je n'avais pas connu Marie, peut-être que la vérité ne serait jamais sortie, confie-t-il. Cela me fait réfléchir sur tous les objets qui passent entre mes mains. Combien d'histoires tragiques renferme-t-il? Le commissaire Amélie Bonnet, qui a dirigé l'enquête pendant plus de 20 ans, prend sa retraite en septembre 2022. L'affaire Fabre restera son dernier grand dossier, celui qui l'aura marqué le plus profondément. Cette enquête m'a appris qu'il ne faut jamais abandonner, dit-elle lors de son pot de départ. Les familles ont le droit de savoir, même 20 ans après. Et parfois, la vérité surgit là où on ne l'attend pas. L'affaire a également des répercussions sur la sécurité des manifestations publiques. Depuis 2022, la foire de Carcassonne a renforcé ses dispositifs de surveillance. Des caméras supplémentaires ont été installées et des consignes spécifiques ont été données aux forains concernant la vigilance à avoir envers les enfants non accompagnés. En mars 2023, soit 2 ans après la découverte du foulard, Marie Fabre reçoit une lettre inattendue. Elle vient de Roumanie et est signée par une jeune femme de 28 ans, prénommée Elena. Cette femme affirme avoir été, elle aussi, victime du réseau de Varga entre 2001 et 2004, dans une autre ferme de Catalogne. Elle dit se souvenir de 2 fillettes françaises qui parlaient de broderie et qui avaient tenté de s'évader. Cette lettre ouvre de nouvelles perspectives à l'enquête. Elena accepte de témoigner et fournit des informations précieuses sur le fonctionnement du réseau. Grâce à son témoignage, 2 autres fermes sont identifiées et les restes de 3 enfants victimes du réseau sont découverts. L'affaire Fabre devient ainsi le point de départ d'une vaste enquête internationale sur la traite d'enfants en Europe du Sud. Elle permet d'identifier plusieurs dizaines de victimes et de démanteler les dernières ramifications de ces réseaux criminels. Cette affaire nous montre comment la détermination d'une famille et le talent d'une enfant de 11 ans peuvent triompher du mal, même 22 ans après les faits. Le message brodé par Justine Fabre restera comme un témoignage bouleversant de courage et d'espoir face à l'adversité. Il nous rappelle aussi que derrière chaque objet ancien peuvent se cacher des histoires humaines extraordinaires. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire? La technique de broderie utilisée par Justine pour transmettre son message ou la ténacité de sa mère qui n'a jamais cessé de la chercher? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires résolues grâce à la persévérance des enquêteurs et des familles. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à ces enquêtes criminelles hors du commun.